La Fédération de Russie, la République populaire de Chine ou la République de Turquie, ces trois pays trahissent plus ou moins leurs objectifs de changement de l'ordre international actuel, qui impliquent notamment de chercher à modifier des frontières et à incorporer des territoires étrangers. Moscou mène une campagne pour conquérir l'Ukraine, Pékin n'a pas caché des projets similaires pour Taïwan, Ankara, quant à elle, revendique les îles grecques de la mer Égée, qu'Athènes a reçues grâce au traité de Lausanne. Ce n'est pas un hasard si la Hongrie de Viktor Orban entretient également des relations étroites, voire amicales, avec ces trois pays. Ce fait à lui seul ne fait en aucun cas de Budapest un centre a priori de révision de l'ordre mondial. Cependant, l'irrédentisme hongrois n'est pas un phénomène totalement inattendu. Le traumatisme du traité de Trianon, qui a privé la Hongrie de plus de 60% des territoires qui lui appartenaient auparavant, reste profondément ancré dans la mentalité de nombreux Hongrois. Cela inclut les plus hauts représentants de l'État. La Hongrie est-elle un pays révisionniste? Découvrons-le. Bienvenue dans le rapport des années 20. Nous, membres de la nation hongroise, promettons de préserver l'unité intellectuelle et spirituelle de notre nation, déchirée par les tempêtes du siècle dernier. Telle est l'une des premières phrases de la Constitution hongroise, et elle indique clairement un événement spécifique. Grand Trianon. C'est dans ce palais appartenant à l'ensemble de Versailles qu'eurent lieu les funérailles de la Hongrie, le 4 juin 1920. C'est ainsi qu'on fait souvent référence en Hongrie au traité qui y fut conclu à l'époque. Les États de l'Entente, qui ont gagné la Première Guerre mondiale, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont reconnu que le Royaume de Hongrie, en tant que partie de l'Empire austro-hongrois, devait subir les conséquences de la perte de la guerre. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis cet événement, le débat sur la Hongrie moderne et sur le révisionnisme potentiel de Budapest ne peut commencer qu'avec le diktat de Trianon, comme les Hongrois d'aujourd'hui appellent également les arrangements de Versailles. Ce terme n'est pas totalement injustifié, car ces termes ont été imposés à la Hongrie sans négociation. Les conséquences d'une défaite de la guerre furent effectivement draconiennes. Le territoire de la Hongrie a diminué d'un tiers, passant de plus de 300 000 km² à moins d'une centaine. La population a diminué de plus de moitié, passant d'environ 20 millions à moins de 8. Sur ces 12 millions de personnes, plus de 3 millions étaient d'origine hongroise. La Hongrie a perdu plus de 100 000 km² et plus de 5 millions d'habitants au profit de la Roumanie, principalement la Transylvanie historique, ainsi que des parties du Banat, Krichon et Marmaras. Plus de 60 000 km² et plus de 4 millions d'habitants sont tombés aux mains du nouveau royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Des régions de taille similaire, appelées Haute-Hongrie par les Hongrois, à savoir la Slovaquie et la Ruthénie de Transcarpathie, tombèrent aux mains de la Tchécoslovaquie. Des parts beaucoup plus faibles sont également tombées en Autriche, en Pologne et en Italie. La part italienne était cependant importante dans la mesure où il y avait un port à Fiume, aujourd'hui Rijeka croate, où était stationnée la marine royale hongroise. Ainsi, le pays, autrefois l'une des plus grandes puissances européennes, est devenu un insignifiant micro-État enclavé. La Hongrie a perdu de nombreuses zones riches en ressources, modernisant ses villes et ses centres industriels. Entre autres, 89% de la production de fer du pays, 84% de ses forêts, un tiers de ses extractions de lignite, de cuivre et de sel se trouvaient à l'extérieur du pays. Budapest a également dû payer des réparations de guerre pendant un certain temps. Les Hongrois n'ont jamais accepté définitivement les arrangements de Trianon. Cela est d'autant plus vrai qu'au cours des 30 dernières années, le sujet a quelque peu fait resurface. À l'époque communiste, la question était normalisée d'en haut par l'Union soviétique, garante du système de l'époque. Après tout, Moscou ne voulait aucune dissension entre nations sœurs. Ce n'est qu'après la chute des soviétiques que les vieilles divisions sont réapparues et ont commencé à affecter de plus en plus la réalité quotidienne de la Hongrie. Mais pour mémoire, le discours sur Trianon n'a jamais été au cœur du débat public, et il ne l'est pas non plus aujourd'hui. Si tel avait été le cas, après l'effondrement des soviétiques, Budapest ne serait pas devenu associé à l'Occident et donc au pays du, je cite, statu quo. La Hongrie est entrée dans les structures de l'OTAN et de l'Union européenne,
ce qui était une forme d'acceptation politique de la réalité telle qu'elle était. Trianon ne restait plus qu'à résonner quelque part en arrière-plan, un chant d'identité perdu. Mais cette chanson n'avait pas encore résonné dans le magnifique bâtiment parlementaire de Budapest. Depuis qu'elle s'est éloignée de la sphère d'influence de Moscou, la Hongrie, comme d'autres pays post-communistes, a encore connu cependant un certain temps le chaos de la rupture avec son récent patron. Dans les années 1990, les dignitaires communistes ont procédé à un atterrissage en douceur dans le nouveau système, et le pays a connu une collision difficile avec l'économie capitaliste. Une inflation élevée et un chômage élevé sont invariablement associés à cette période. Cependant, l'économie a explosé lorsque la Hongrie s'est débarrassée de sa léthargie post-communiste. Cela s'est produit pendant le premier mandat du gouvernement Fidesz et, dans les années suivantes, sous la coalition de gauche libérale du Parti socialiste hongrois et de l'Union des démocrates libres. L'économie a connu une croissance rapide, jusqu'à 5% sur un an, grâce à l'entrée du pays dans les structures de l'UE en 2004. Pourtant, la crise financière de 2008, et même les 2 années qui l'ont précédée, ont vu un effondrement massif de l'économie hongroise. Elle a diminué de près de 8%, le PIB par habitant a chuté de 6,5%, la dette publique s'est envolée et la bourse s'est effondrée. La Hongrie était réellement en danger de faillite et a été sauvée grâce au soutien du FMI. Cette situation était aggravée par un scandale en 2006 impliquant le Premier ministre de l'époque, Ferenc Gyurcsány. À l'époque, des cassettes l'enregistraient disant, je cite, « Nous avons menti matin, soir et nuit », ce qui a provoqué des émeutes massives dans le pays. Au cours des 3 années suivantes, la Hongrie s'est retrouvée coincée dans un vide politique et économique. Le remède à ce marasme devait être apporté par un seul homme, Viktor Orbán. Orbán, autrefois libéral, a obtenu une bourse financée par George Soros à Oxford dans sa jeunesse. Cela montre l'étendue de la transformation d'Orbán. Le même Soros, un financier américain, est aujourd'hui un symbole de tout ce qui ne va pas et, je cite, de la perversion morale de l'Occident, contre laquelle lutte la Hongrie d'Orbán. Orbán, comme son parti Fidesz, a subi une transformation, passant d'un parti libéral radical à un parti nationaliste conservateur. Orbán et le Fidesz ont commencé à façonner le pays selon leur vision lors de leur premier gouvernement en 1998-2002. À l'ordre du jour figurait entre autres l'éradication de l'influence communiste dans le pays et la poursuite du processus d'intégration avec l'Union européenne, car, malgré le conflit d'aujourd'hui, Orbán était partisan de l'intégration avec Bruxelles et, sous son gouvernement, les dispositions les plus importantes ont été prises en coulisses. Il en a été de même pour l'adhésion à l'OTAN, qui a eu lieu en 1999, millénaire du baptême de la Hongrie. Au cours du premier mandat de Fidesz, une autre question importante a été soulevée, qui a joué un rôle très important dans la construction de l'archétype hongrois, à savoir le soutien à la minorité hongroise à l'extérieur du pays. D'une certaine manière, l'incarnation de cette nouvelle approche a été le changement de la variante du drapeau par celle qui expose les armoiries. Si vous l'observez, vous verrez que le côté droit de l'emblème hongrois est orné de 3 collines vertes. Elles symbolisent les chaînes de montagnes historiques du royaume de Hongrie, les Tatras, Fatra et Matra. Suite au traité de Trianon, les Hongrois n'ont plus les 2 premières collines à l'intérieur de leurs frontières. Outre la nouvelle variante du drapeau, les drapeaux du pays Székely, la région dominée par la communauté hongroise vivant dans l'actuelle Roumanie, sont également apparus sur les bâtiments gouvernementaux. Mais le gouvernement d'Orbán n'a duré qu'un seul mandat, après quoi la gauche et les libéraux sont revenus au pouvoir. Orbán était furieux, mais il a fait son travail. Il a cité le manque de ses propres médias comme l'une des raisons de sa défaite. Lors de son retour au pouvoir en 2010, l'homme politique hongrois avait déjà assuré que le 4e pouvoir était de son côté. Le Fidesz a remporté les élections en 2010, comme en 2014, 2018 et 2022, soit près de 14 ans de règne. Cela signifie que le Fidesz est le meilleur administrateur interne avec un mandat public inattaquable. En effet, la Hongrie a obtenu de bons résultats au cours de la dernière décennie. La croissance cumulée du PIB a dépassé 30%. Les Hongrois se sont enrichis tandis que la dette publique est restée à des niveaux similaires. Mais dans l'ensemble, il s'agissait d'une caractéristique commune à toute la région. Ainsi, le mandat incontesté du Fidesz n'est pas basé sur les performances économiques, mais sur le fait que le Fidesz et Orbán
ont été capables de créer un système qui sert moins les Hongrois que le parti au pouvoir pour remporter les élections successives. Je cite, « Une méthode particulière d'exercice du pouvoir a été créée, qui, en elle-même, sert à stabiliser et à renforcer la position de l'alliance Fidesz-KDNP. Pour atteindre cet objectif, la nature du système politique hongrois a été modifiée. Un élément d'autoritarisme s'est manifesté à la fois dans la manière dont le pouvoir est exercé et dans les relations entre l'État et les citoyens. En 2011, il n'y a pas eu de référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution parce que le Premier ministre estimait que son mandat était si fort que les Hongrois accepteraient simplement ce qu'il proposait pour eux, déclare Dominic Hage, un analyste hongrois. Orbán a créé de nouvelles élites. Elles sont personnifiées par Lőrinc Mészáros, maire de la ville provinciale de Fekete et ancien collecteur de gaz, devenu le Hongrois le plus riche en moins d'une décennie. Comment a-t-il fait? En étant un fidèle disciple de Viktor Orbán. Les nouveaux oligarques hongrois ont injecté des capitaux et des moyens dans le système en échange de contrats lucratifs et d'un accès au pouvoir. Cela s'est accompagné d'une prise de pouvoir médiatique. Le site Origo a été repris par les forces fidèles à Orbán après avoir écrit sur les voyages à Londres du chef de la chancellerie d'Orbán, János Lázár, en 2014. Le site lui-même est passé du jour au lendemain de neutre et équilibré à pro-gouvernemental. Lorsque le journal Nemzet a décrit les voyages luxueux du soi-disant ministre de la propagande, Anatol Rogan, le journal a été fermé peu de temps après. Le mandat qu'Orbán utilise pour remodeler la Hongrie est ce qu'on appelle le NER, le système de coopération nationale. Le NER est le nouveau contrat social, le programme politique de facto du Fidesz, que le parti a inscrit dans la loi dès son arrivée au pouvoir. La loi a été adoptée lors d'une des premières sessions de la nouvelle législature. Le document obligeait toutes les institutions de l'État, ainsi que tous les hauts fonctionnaires, à travailler conformément aux recommandations du NER. Le président, le chef de la Cour suprême des comptes, la Banque centrale, les juges et les procureurs étaient tous soumis à la volonté politique de Viktor Orbán. Agir contre le NER est devenu illégal. Tout opposant au NER devenait en même temps un opposant à l'État, et le NER lui-même accordait un mandat illimité. Entre autres, le Fidesz a amendé la Constitution. Le cadre juridique que le Fidesz a construit au fil des années, en adoptant des milliers de lois en sa faveur, en interprétant la loi comme il le souhaitait et en modifiant la loi électorale et la Constitution, a donné à Orbán la liberté de gouverner et de remodeler la Hongrie. Une sorte de manifeste de cette manière d'exercer le pouvoir a été le discours d'Orbán depuis Băile-Tusnád, une petite ville de l'actuelle Roumanie, baptisée plus tard en hommage, je cite, à la démocratie antilibérale. Nous devions déclarer qu'une démocratie n'est pas nécessairement libérale. Juste parce que quelque chose n'est pas libéral, cela peut quand même être une démocratie. Nous voulons organiser un état de travail obligatoire qui entreprendra l'odieux d'exprimer que son caractère n'est pas de nature libérale, avait déclaré Orbán à l'époque. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les valeurs libérales auxquelles Orbán s'oppose? Le libéralisme se définit entre autres par la liberté et les droits individuels, l'état de droit et l'égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs, l'économie de marché ou le pluralisme politique. Orbán soutient que les valeurs libérales ne fonctionnent pas à l'époque actuelle et qu'elles ne protègent pas les intérêts de l'État, qui constitue la valeur la plus élevée pour les Hongrois. Cela, dit-il, peut être vu dans l'exemple des États-Unis. Je cite, « La force du soft power américain se détériore, parce que les valeurs libérales intègrent aujourd'hui la corruption, le sexe et la violence, et ainsi, les valeurs libérales discréditent l'Amérique et la modernisation américaine. » Fin citation. En rejetant l'Occident, Orbán présente comme alternative une Hongrie qui protège l'institution de la famille, les modes de vie traditionnels et la diaspora hongroise. Le christianisme joue un rôle essentiel dans ce modèle, que le Fidesz utilise comme un outil essentiel de légitimation. Dans le récit de Budapest, la Hongrie chrétienne est le rempart contre l'islam venant du sud de l'Europe et s'oppose à l'Occident amoral, pro-immigration, multiculturel et laïcisé. C'est d'ailleurs un paradoxe, car la Hongrie d'Orbán parle de traumatisme de Trianon, qui a pratiquement rendu la Hongrie mono-ethnique. Avant cela, la Hongrie était une mosaïque de cultures, de confessions et de nationalités, c'est ce à quoi Orbán s'oppose aujourd'hui. Alors, si Orbán rejette l'Europe et les États-Unis,
affirmant qu'ils sont dans un état de déclin moral et économique. Où la Hongrie devrait-elle envisager son avenir? Les paroles et, plus important encore, les actes montrent que pour la Hongrie d'Orbán, il existe essentiellement 3 de ces lieux. La première est la Fédération de Russie. La seconde est la République populaire de Chine. La troisième est la République de Turquie, ou, plus largement, l'Organisation des États turcs. Le plan pour ce qu'on appelle l'ouverture de l'Est, en hongrois Keleti Nyitas, a été présenté par le Fidesz dès la première année de son règne, en 2010. Il suppose qu'en raison de la régression du monde occidental, la Hongrie devrait chercher des moyens de se développer à l'Est, à Moscou, Pékin et Ankara. Les groupes de réflexion hongrois, déjà créés sous le Fidesz et financés par des fonds gouvernementaux, promeuvent souvent la vision d'une soi-disant ère eurasienne pour remplacer l'ère atlantique. À quoi ressemble concrètement l'ouverture de la Hongrie à l'Est? Commençons par la Chine. Budapest est un promoteur actif du format 16+1, une plateforme de coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Chine. Le projet phare de ce format est le chemin de fer Belgrade-Budapest. Et son statut reflète en quelque sorte l'état de la coopération entre la Chine et la Hongrie. Le projet concerne une liaison ferroviaire à grande vitesse de 350 km entre les capitales hongroises et serbes, qui reliera à terme Budapest au port chinois de Pirée, en Grèce. L'investissement est réalisé par Lorik Mészáros, le fidèle ami d'Orbán. Mais près de 10 ans plus tard, la construction traverse toujours une période difficile. Dernier chapitre de cette saga qui n'en finit plus, les Hongrois ont décidé de réaffecter une partie des ressources prévues pour le projet à la rénovation de la ligne Budapest-Győr. En réponse, les Chinois ont suspendu leur financement et leurs travailleurs ont arrêté d'œuvrer. L'investissement de près de 2 milliards d'euros devait être couvert à 85% par les prêts chinois et à 15% par les fonds hongrois. Aujourd'hui, le coût de l'investissement aurait augmenté jusqu'à 40% en raison de l'inflation. Selon des prévisions optimistes, la construction devrait être achevée en 2025, mais cela est peu probable. Mais les analyses de rentabilité sont les plus intéressantes. Des experts indépendants du marché ferroviaire hongrois affirment que la ligne sera rentabilisée dans 2400 ans. Une autre idée de coopération avec le dragon chinois était de créer une branche de l'université Fudan de Shanghai à Budapest. Cela coûterait également près de 2 milliards de dollars, dont 80% seraient financés par des prêts chinois. Cependant, ce centre, qui servirait très probablement de quartier général secret au renseignement chinois en Europe, a rapidement suscité des protestations de la part des habitants de Budapest, dont la plupart sont opposés au Fidesz. L'ampleur des protestations était telle qu'Orbán a pour l'instant renoncé à cette idée. De plus, le principal partenaire de la Hongrie dans le déploiement du réseau 5G reste Huawei, malgré les soupçons largement répandus en Occident sur le fonctionnement de la technologie de l'entreprise. En conséquence, l'entreprise elle-même a été exclue de la course à la construction d'infrastructures 5G dans de nombreux pays européens. On peut néanmoins dire que Xi Jinping a finalement récompensé Orbán pour son engagement loyal à promouvoir la vision chinoise du monde. En 2022, la société CATL a annoncé son intention de construire une usine de batteries pour voitures électriques près de la ville hongroise de Debrecen. Le projet représente une bagatelle de 7,3 milliards d'euros, soit 3 fois plus que le précédent investissement le plus important en Hongrie. L'approche hongroise d'Orbán à l'égard de la Turquie est différente. Dans ses relations avec Ankara, Budapest ne recherche pas nécessairement des investissements. Après tout, les Turcs sont embourbés dans leurs propres problèmes économiques. Orbán en Turquie, ou plutôt le touranisme, cherche des racines du pouvoir hongrois. Le touranisme, sa théorie pseudo-scientifique à bien des égards, tourne autour du lien entre la nation hongroise et les peuples turcs d'Asie centrale. Les gens ne peuvent être forts que s'ils sont fiers de leurs origines, disait Orbán au Kyrgyzstan en 2018. 3 ans plus tôt, au Kazakhstan, il disait « Au Kazakhstan, nous nous sentons chez nous, contrairement à l'Union européenne, où nous nous sentons comme des étrangers. Au Kazakhstan, nous avons des parents. À Bruxelles, nous n'en avons pas. » Fin de citation. Les flatteries d'Orbán ont eu un effet, car en 2018, la Hongrie a obtenu un siège d'observateur permanent au Conseil de coopération de l'Organisation des États turcs, une plateforme turque de facto pour étendre son influence plus profondément en Asie centrale, mais apparemment aussi en Europe. Le touranisme, comme l'écrit Dominique Hage, sert à créer une nouvelle identité hongroise et à lier la Hongrie à l'Est. Inévitablement,
la politique agressive d'Ankara et les tendances autoritaires de Recep Erdogan, qui sont conformes aux normes de démocratie illibérale que Viktor Orban admire, sont également un facteur. Budapest, par exemple, continue de copier les efforts d'Ankara pour bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, qui sont essentiellement motivés par la simple démonstration de son droit de veto au sein de l'Alliance. Je cite, « Le touranisme a fourni une base idéologique commode pour se détourner de l'UE et promouvoir des liens plus étroits avec les régimes autoritaires d'Asie centrale et avec la Turquie », écrit Katia Patin pour le magazine Koda. Ni le Fidesz ni Orban ne voient aucune dissonance dans le rapprochement entre la Hongrie, rappelons-nous le défenseur du christianisme, et la Turquie, qui veut être le leader du monde musulman. Mais la controverse sur les liens croissants de Budapest avec Ankara, voire Pékin, n'est rien en comparaison de la politique des Hongrois à l'égard de Moscou. Je cite, « L'OTAN s'étend vers l'Est et la Russie est de plus en plus mal à l'aise face à cela. Les Russes ont formulé deux exigences, que l'Ukraine déclare sa neutralité et que l'OTAN n'accepte pas l'Ukraine. Les Russes n'ont pas obtenu ces garanties de sécurité, ils ont donc décidé de les prendre par la force. La vision de la politique de sécurité de la Russie est qu'elle doit être entourée d'une zone neutre pour pouvoir se sentir en sécurité. » Fin de citation. Est-ce une citation de RIA Novosti ? Non, c'est la déclaration de Viktor Orban sur le portail Mandiner le 3 mars 2022, une semaine après l'attaque russe contre l'Ukraine. L'approche de la Hongrie d'Orban à l'égard de la guerre en Ukraine était tendancieuse dès le début et constituait de facto une duplication du discours du Kremlin justifiant l'attaque contre l'Ukraine. Les politiciens hongrois et les médias nationaux ont fait écho à plusieurs reprises à la propagande du Kremlin et ont imputé la guerre à l'Occident. D'ailleurs, ce comportement n'a pas commencé en février 2022. Je cite, « La Russie n'a pas agi comme beaucoup l'avaient prédit et n'a pas attaqué l'Ukraine, mais est entrée sur les territoires des républiques populaires nouvellement formées à leur demande pour mener des activités de maintien de la paix », dit une déclaration de 2014 du ministre hongrois de la Défense, Tibor Benko. Orban a soutenu l'arrêt de l'aide militaire aux Ukrainiens. Il s'est opposé à l'imposition de restrictions au patriarche Cyril, qui appelle à l'extermination des Ukrainiens. Après tout, Orban avait admis il y a quelques années que la Hongrie et la Russie appartenaient à une civilisation chrétienne commune. Il s'est également opposé à l'imposition de nouvelles séries de sanctions économiques contre la Russie, affirmant qu'elle nuirait davantage à l'Occident qu'à la Russie. Bien qu'il s'agisse là d'un autre exemple de déformation de la réalité par le Kremlin, le Premier ministre hongrois aurait, dans une certaine mesure, raison s'il incluait la Hongrie avec l'Occident. En effet, la dépendance critique de la Hongrie à l'égard de la Russie permet aux sanctions de nuire à la Hongrie. Le rapprochement avec la Russie n'a pas commencé avec le gouvernement du Fidesz, mais était déjà en cours sous les libéraux de gauche. À l'époque, la coalition au pouvoir avait vendu une participation de 49% dans la compagnie aérienne publique aujourd'hui disparue, Malev, à la banque russe Vneshnekonomia Bank. Les oligarques russes ont également acheté plus de 20% des actions du conglomérat pétrolier hongrois, MOL. Cependant, ce n'est que depuis 2010 et le début de la domination intérieure du Fidesz que les relations avec la Russie ont pris une dimension pleinement institutionnelle. Même une analyse superficielle de la pénétration russe en Hongrie suffit à vous faire dresser les cheveux sur la tête. L'indépendance énergétique de tout pays est une priorité pour tout gouvernement. Alors que la dépendance de la Hongrie à l'égard de la Russie dans ce domaine est multidimensionnelle et quasi totale. Orban lui-même estimait cette dépendance à 85%. Gaz naturel, dépendance à 85% des importations vis-à-vis de la Russie. Pétrole, dépendance à 80% des importations vis-à-vis de la Russie. Le gaz circule principalement via Turkstream, puis via le South Stream serbe. Une partie du gaz devait également être acheminée vers la Hongrie via Nord Stream 2, un autre facilitateur de l'agression russe, dont Budapest a soutenu la construction. Même après le 24 février 2022, Budapest a signé un nouveau contrat avec Gazprom pour augmenter l'approvisionnement en gaz de la Hongrie. Le pétrole, quant à lui, circule principalement via l'oléoduc Druzhba qui traverse l'Ukraine. Énergie nucléaire, encore la Russie. En 2014, déjà après le premier acte d'agression russe contre l'Ukraine, la Hongrie a confié à la société russe Rosatom la construction de 2 nouvelles tranches de la centrale nucléaire de Paks, utilisant la technologie russe VVER, sans appel d'offres public. Au fait,
Qui fait partie des sous-traitants de cet investissement? Vous l'aurez deviné, l'omniprésent Lórics Mészáros. Qui fournit le combustible nucléaire pour les réacteurs hongrois? Oui, vous l'avez encore deviné, la Russie. Mais l'infiltration russe en Hongrie ne se limite pas au secteur énergétique. En 2019, le Fidesz a autorisé la Banque russe d'investissement international, qui couvrait autrefois les officiers du KGB, à entrer en Hongrie. Elle a ouvert un nouveau siège à Budapest, avec un statut diplomatique pour ses employés et un accès à l'espace Schengen pour les agents des renseignements russes. Budapest n'a décidé de suspendre les opérations de la banque que sous la menace de sanctions américaines. La Hongrie d'aujourd'hui est l'une des principales plaques tournantes du renseignement russe en Europe. Les mérites du gouvernement Fidesz pour la Russie sont tels que le Kremlin s'est senti obligé de décorer ses plus hauts dignitaires. Ainsi, exactement 57 jours avant l'arrivée des chars russes en Ukraine, le 30 décembre 2021, le ministre russe de la Défense Sergei Lavrov a honoré son homologue hongrois, Péter Szijjártó, de l'ordre russe de l'amitié, que ce dernier a fièrement accepté. La campagne d'information du Fidesz porte ses fruits, puisque 62% des Hongrois estiment que la Russie ne représente aucune menace ou une menace minime. Près de 92% des Hongrois estiment que les sanctions contre la Russie ne devraient pas être renforcées. Bien entendu, la Hongrie, sous la pression d'autres pays, a finalement été contrainte de reculer sur de nombreux points, comme dans le cas de la banque ou des sanctions. Les Hongrois eux-mêmes ont également accueilli de nombreux émigrés ukrainiens fuyant la guerre. Mais quand on évalue la politique et les actions du gouvernement central, il faut dire que la politique de Budapest était conforme à celle de Moscou et la favorisait autant que le cadre géopolitique du camp du Fidesz le permettait. Tout ceci ne répond pas à la question posée dans le titre. Mais il était nécessaire de mentionner toutes ces questions pour considérer sérieusement la question du révisionnisme hongrois. Je cite, « Ayons d'abord la force et ensuite ayons raison, et non l'inverse. Nous sommes 15 millions dans le monde », a déclaré Viktor Orbán dans un discours à la nation le 15 mars 2022. Il n'y aurait peut-être rien de surprenant dans cette phrase, n'était le fait que la population hongroise compte moins de 10 millions d'habitants. Orbán reconnaît donc indirectement qu'il est aussi le leader des Hongrois qui ne vivent pas en Hongrie. Le Premier ministre de l'époque, József Antall, avait fait des déclarations similaires en 1990. Elles seront inévitablement associées au révisionnisme hongrois au spectre de Trianon. L'approche pro-russe dans le contexte de l'agression contre l'Ukraine est principalement motivée par la peur des conséquences de la forte dépendance de la Hongrie à l'égard de la Russie, mais sa dimension narrative est la question de la minorité hongroise dans ce qu'on appelle la Transcarpathie. C'est la région la plus occidentale de l'Ukraine. Pendant 900 ans, elle a appartenu à la Hongrie. Après la Première Guerre mondiale et Trianon, elle est tombée aux mains de la Tchécoslovaquie, puis de l'URSS et enfin de l'Ukraine. Aujourd'hui, une importante diaspora de Hongrois y vit. Il y en avait autrefois 150 000, aujourd'hui, il ne dépasse probablement pas 100 000. Le différend entre Budapest et Kiev repose sur les directives ukrainiennes restreignant la liberté d'enseigner dans une autre langue que l'ukrainien. Cette loi, introduite en 2017, déjà à la suite de l'assaut russe, visait principalement la langue russe, mais touchait également la minorité hongroise. La diaspora hongroise du pays Székely, dans l'actuelle Roumanie, est bien plus importante, dépassant 1 million de personnes, 6% de l'ensemble de la population roumaine. La minorité hongroise est située en Transylvanie, principalement au centre du pays. Les symboles qui montrent que Budapest n'a pas oublié la terre Székely ne manquent pas, et ceci provoque constamment des tensions et des accusations d'irrédentisme hongrois de la part de Bucarest. Les hommes politiques hongrois organisent constamment des voyages dans la région. En revanche, le véritable catalyseur des tensions a été la loi de 2020 qui ferait de Pays Székely une région autonome. Il aurait alors son propre président, le hongrois serait la langue officielle et les symboles de l'État seraient de facto hongrois. Le projet a été initié par un parti hongrois en Roumanie. Le président roumain Klaus Iohannis a qualifié le projet de loi de complot visant à céder la Transylvanie, comme l'appellent les Roumains, à la Hongrie. Lors d'une rencontre avec des jeunes Hongrois sur le territoire roumain, Orbán a laissé entendre que le pays Székely n'avait jamais été une unité territoriale roumaine. Lors du même festival, la Hongrie a également visé la Slovaquie, qu'il a qualifiée de territoire détaché et appelé Felvidek. C'est ainsi qu'on appelait autrefois la partie nord du royaume de Hongrie. Bien que la diaspora hongroise en Slovaquie soit plus petite qu'en Roumanie, avec moins d'1,5 million de personnes,
elle représente un pourcentage plus élevé de la population slovaque, soit plus de 8%. Près de 200 000 Hongrois vivent également en Serbie, mais les relations avec l'État dirigé par un autre quasi-autocrate, Alexander Vučić, restent bonnes, de sorte que les incursions verbales révisionnistes restent limitées. Et tout cela est enveloppé dans le symbolisme révisionniste omniprésent. En 2020, Orbán a dévoilé un monument au calvaire hongrois dans la ville de Sátoraljaújhely. Il représente l'oiseau Turul, un symbole culturel de la Hongrie, regardant vers la Slovaquie et la Transcarpathie ukrainienne. Je cite : « Le fanion sur un immense piédestal proclame aux nations voisines que la Hongrie ne sera plus qu'une, indique le site internet de la ville. » Lors de l'inauguration du monument, Orbán a parlé de la fermeté et de l'isolement hongrois. Je cite : « Seul l'État a des frontières, la nation n'en a pas, a-t-il déclaré. La ville entière est un musée à ciel ouvert de la nostalgie du Trianon, habillé de symbolisme chrétien. Orbán s'entoure constamment de la symbolique de la Grande Hongrie. Ce fut par exemple le cas en novembre 2022, lorsqu'il portait un foulard représentant le territoire de la Grande Hongrie. Il en était de même en 2018, lorsqu'il avait remis au Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki une carte de la Grande Hongrie. Et ce n'était pas différent en 2020, lorsqu'il a mis en ligne un globe montrant les frontières historiques de la Hongrie, à l'occasion du centenaire du traité de Trianon. La Hongrie d'Orbán rejette le statu quo et l'ordre occidental et cherche son avenir avec des États révisionnistes, la Fédération de Russie, la Chine ou la Turquie. Plus important encore, ils ne se contentent pas de parler, mais ils joignent le geste à la parole. Aujourd'hui, Budapest, de sa propre volonté, est l'otage énergétique de Moscou. Sur le plan économique, ce processus progresse également avec Pékin. À y regarder de plus près, l'approche de la Hongrie à l'égard de la question ukrainienne et de la Transcarpathie est particulièrement intéressante. La rhétorique anti-ukrainienne et l'interprétation pro-russe ne sont pas nouvelles en Hongrie. Pourtant, le comportement des Hongrois après le 24 février est particulièrement déroutant. Tous les autres États de la structure occidentale plus large, qui bordent l'Ukraine ou la Russie, se sont sentis profondément menacés et ont fortement soutenu l'Ukraine, militairement, économiquement et verbalement. Même la Slovaquie, où l'influence russe n'est pas non plus négligeable. La Hongrie s'est éloignée de cette ligne. Mais si l'Ukraine tombait rapidement, ce qui n'était pas un scénario abstrait, les troupes russes se trouveraient également à la frontière de la Hongrie, forçant le retrait de tous les traités qui déplacent le monde atlantique vers l'Est, certainement de l'OTAN, et peut-être aussi le traité de l'UE. Orbán compterait-il sur Poutine pour faire preuve de miséricorde envers la Hongrie dans un tel cas, puisque la Hongrie a été jusqu'à présent un vassal fidèle? Ou bien l'autocrate russe céderait-il la Transcarpathie perdue dans un geste de bonne volonté envers Orbán? Ou peut-être qu'il priverait rapidement Viktor Orbán de toute influence et le transformerait de facto en un gouvernement fantoche. Étant donné que les tentacules du Kremlin sont déjà profondément ancrés à Budapest, ce ne serait pas un processus trop long. Ou peut-être espérait-il une nouvelle période de chaos en Europe, car c'est la seule façon de revenir sur les décisions de Trianon. Budapest reste dans les structures du monde occidental, principalement l'OTAN et l'Union européenne. Mais dans sa rhétorique et dans ses actes, il s'en éloigne de plus en plus. Beaucoup d'eau a coulé sur le Danube au cours des 20 dernières années, depuis que la Hongrie s'est unie à l'Occident. Aujourd'hui, elle bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN sans aucune raison logique. D'un autre côté, elle reste dans un conflit sans fin avec l'Union européenne, et Orbán a récemment comparé l'organisation elle-même à l'Union soviétique. Contrairement à ce que dit le dirigeant hongrois, la politique hongroise d'Orbán ne rend pas la Hongrie plus indépendante et ne sert pas les intérêts du pays. En réalité, cela place le pays à la merci des superpuissances, dont l'histoire en matière de relations avec les petites entités politiques comme la Hongrie est clairement négative. Orbán et le Fidesz condamnent la répression par Moscou du soulèvement anticommuniste de 1956, mais évitent commodément tout lien entre les soviétiques et la Russie d'aujourd'hui. Vladimir Poutine a un avis différent et admet ouvertement que l'effondrement de l'URSS a été la plus grande tragédie de l'histoire et que la Russie est l'héritière des soviétiques. Que Viktor Orbán soit motivé par des raisons personnelles et des visions autocratiques, par le désir de restaurer la Grande Hongrie, ou qu'il soit véritablement guidé par l'intérêt national de la Hongrie, la politique du Fidesz sur la scène internationale met la Hongrie en danger. Contrairement à ce que Viktor Orbán peut imaginer, les décisions concernant la Hongrie dans une période de chaos, comme dans le cas de Trianon,
seront une fois de plus prises sans la participation de la Hongrie. C'est ainsi que se prennent les décisions dans un système où le plus fort décide de tout, ce qui impressionne tant le leader du Fidesz. Et ce ne serait pas la première fois que la Hongrie se retrouvait du mauvais côté de l'histoire. L'alliance avec la Russie de Poutine et la Chine communiste n'est pas sans rappeler les années de l'entre-deux-guerres, lorsque la Hongrie, cherchant à se venger du Trianon, a signé un traité avec l'Italie fasciste, puis le pacte anti-Comintern et l'alliance tripartite avec le Troisième Reich, puis a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne hitlérienne. La Hongrie a temporairement récupéré une partie de ses territoires perdus pendant la guerre, mais y a mis fin avec encore moins de territoires et encore plus d'humiliation. En 1932, le Premier ministre hongrois, Gyula Gombos, est devenu le premier dirigeant mondial à rendre une visite de félicitations à Adolf Hitler, triomphant. Le 17 octobre 2023, Viktor Orbán est devenu le premier dirigeant européen à rencontrer Vladimir Poutine depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui, et le deuxième, après le chancelier autrichien, à le rencontrer depuis le début de la guerre. La Hongrie d'Orbán est-elle donc un État révisionniste ? Ce serait un suicide public que d'admettre d'emblée de telles ambitions. Cependant, il est raisonnable de conclure que Budapest soutient indirectement un ordre mondial révisionniste à travers des relations étroites avec les principales puissances revanchardes de la décennie actuelle et à travers de subtiles négations avec ses voisins.